Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Diane Skemama, la cofondatrice de DreamAct, un e-shop de consommation responsable destiné à la fois aux particuliers pour les accompagner dans leur transition écologique et aux entreprises pour remplacer les goodies inutiles et fabriqués en Chine. DreamAct est aussi engagé et reverse 1% de son chiffre d'affaires à des associations pour l'enfance, les migrants et migrantes, pour lutter contre le gaspillage alimentaire ou encore pour préserver les océans. Avec Diane, nous nous sommes intéressés à ce qui se cache derrière l'achat et la vente de produits responsables. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Consommer ou vendre des produits durables. Et puis comment faire en sorte que la consommation éthique soit accessible à tout le monde, y compris à celles et ceux qui sont précaires. Avec Diane, nous avons aussi parlé finances et modèle économique, car comment fait-on pour intégrer des actionnaires dans son projet quand on veut rester engagé? Diane répond à toutes ces questions et pousse la réflexion pour comprendre tout ce qu'il y a derrière l'expression « consommation responsable ». Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Diane. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et puis de me recevoir dans vos magnifiques bureaux. On ne voit pas, mais c'est hyper grand, c'est hyper joli. Alors, c'est une question que je pose rarement en introduction, mais j'avais quand même envie de te la poser aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence par ta prise de conscience écologique, éthique. En fait, comment elle est née, comment elle a évolué, voilà, pour qu'on comprenne un petit peu le basculement, ce qui s'est passé et pourquoi tu as voulu t'engager. C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai l'impression, pour être honnête, de ne pas avoir eu forcément de déclic. On est aussi une génération, peut-être, qui avons grandi avec cette considération aussi des autres, tout simplement, de ce qui nous entoure aussi Et je pense qu'en tout cas, moi, ce qui a éveillé ma conscience et m'a donné envie d'approfondir cette question de la consommation responsable et qui m'a menée à DreamAct par la suite, c'était plutôt une conscience humaniste, on va dire, plutôt une conscience sociale, des aberrations sociales qui m'ont sauté aux yeux, notamment lors de mon voyage en Inde, etc. Et la conscience écologique à proprement parler, je pense elle est née plus par la suite, où j'ai plutôt pris un peu conscience de notre inconscience, au travers de mes différentes rencontres avec les porteurs de projets, les marques DreamAct, qui au fil des rencontres m'ont appris des choses, m'ont ouvert les coulisses en fait sur les dérives de la fast fashion, de l'industrie cosmétique, de l'industrie du jouet. Et cette conscience-là s'est également renforcée avec la naissance de mes bébés. Où là, c'est vrai qu'on change un peu de prise de recul sur le temps. Le temps n'a plus la même la même saveur, quoi. On a l'impression que, une fois qu'on a des enfants, on pense aussi le temps de l'après nous. Et du coup, la sauvegarde de la planète prend une ampleur et une exigence supplémentaire, on va dire. Ouais, c'est extrêmement vrai de dire que finalement on pense à ces générations futures, parce qu'il y a souvent ce débat aussi dans la conscience écologique de pourquoi faire des enfants et tout, et je trouve qu'en fait c'est aussi une façon de se dire qu'on a envie de mettre au monde des gens qui vont se battre pour cette planète et pour la sauvegarder, et donc d'avoir cette conscience du temps long, je trouve que c'est extrêmement bien dit de ta part, quoi. Oui, et puis je pense, tant qu'on sème des graines, c'est aussi qu'on croit encore
dans la sauvegarde de la planète et de notre humanité. Hein. Ouais, complètement. Et tu as fait allusion à ton voyage en Inde et j'aurais aimé qu'on y revienne un petit peu parce que tu as passé plusieurs mois là-bas et je crois que ça t'a quand même, j'imagine que ça a dû te marquer d'une certaine façon. Est-ce que tu peux nous en parler, nous raconter cette expérience parce que je crois que c'est juste après que tu as décidé de créer DreamAct. Donc, Oui, exactement. Alors en effet, j'ai passé... à plusieurs reprises, plusieurs mois en Inde, mais notamment les 9 mois que j'ai passé là-bas au sein d'une ONG qui aidait des groupes de femmes dans des villages, dans un milieu rural, à monter des micro-projets solidaires. L'idée était vraiment de financer en fait ces projets et d'aider ces femmes à construire une micro-ferme, une micro-tisserie, et l'idée c'était vraiment qu'elles puissent vivre dignement de leur travail et se financer pour s'affranchir un peu notamment des hommes, du pouvoir des hommes, envoyer leurs enfants à l'école plus sereinement. Et c'est vrai que cette expérience elle m'a beaucoup marquée parce que en fait au retour d'Inde, quand je suis revenue en France, j'ai vraiment pris conscience en fait de l'impact concret que nos choix de consommation ici pouvaient avoir là-bas. Parce que les villages où j'étais étaient aussi victimes des conditions sanitaires, typiquement des traitements qu'on peut mettre dans les champs de coton. Donc j'ai vu concrètement aussi là-bas en fait l'impact des pesticides dans les champs de coton, des pollutions des eaux, de l'appauvrissement des sols. Donc c'est vrai que cette expérience, au-delà d'être hyper enrichissante de par les rencontres de ces femmes, je me suis vraiment dit, en revenant en France, en fait, c'est pas abstrait derrière tous les produits qu'on consomme sans réflexion. Derrière, il y a une histoire en fait. Ce produit, il a été fait avec des matières. Il y a des êtres humains qui sont intervenus sur ces produits. Et c'est important d'en prendre conscience et de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière et surtout de chercher à ne pas exploiter des gens à l'autre bout de la planète et appauvrir leurs ressources, quoi. Ouais, c'est intéressant de dire ça, de se rendre compte que finalement ce qu'on fait ici a aussi un impact et de lier beaucoup la matière première à ce qu'aux vêtements on a souvent tendance à distinguer, je le répète très souvent dans ce podcast, l'agriculture du vêtement fini, alors qu'en fait un t-shirt en coton il a fallu faire pousser la plante, quoi. Donc c'est intéressant. Et c'est vrai que dans ton parcours j'ai remarqué, ou dans les interviews que tu as pu donner, que tu es lié beaucoup les questions financières, les questions de rentabilité économique à l'écologie, et je trouve ça tellement pertinent de le rappeler, et je me demandais pourquoi selon toi aujourd'hui on ne lie pas suffisamment les deux en se disant que l'écologie et l'économie sont complètement compatibles et que on peut faire les deux. Il faut pas les opposer, quoi. En effet, je pense que c'est une question importante parce que sinon on a l'impression qu'il y a une dualité entre deux mondes, celui qui fait de l'argent et puis celui qui fait du social, et voilà, ça c'était une réalité, je pense, des années 80. Des années 90 même. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec l'émergence notamment de tout ce qu'on appelle ces entreprises à impact. Après, c'est sûr que c'est un petit challenge parce quand on prend en considération ces parties prenantes, quand on essaye de changer un peu les choses, il faut parfois changer un peu de paradigme sur la manière dont on envisage son modèle économique notamment. Et donc, en effet, moi, je suis convaincue que rentabilité et préservation de la planète et considération des êtres humains n'est pas incompatible. Par contre, chercher de la croissance à deux chiffres, à lever, comme vient de le faire Vinted, 220 millions d'euros, etc., ça, c'est plus compliqué. Ouais, ça, j'y crois moins. Ouais, je suis assez d'accord, cette recherche de croissance à tout prix. Et c'est Loom, Julia Fort, qui le dit très bien, de grossir petit à petit, doucement. Enfin, on n'a pas besoin on n'a plus besoin d'avoir des mastodontes économiques. Enfin, ça, c'était un peu le monde d'avant. Je pense que c'est en train de changer, mais c'est long parce que la recherche du profit, quand on a des actionnaires, on va parler aussi beaucoup de votre modèle économique à vous, que je trouve extrêmement intéressant, mais
voilà, toutes ces questions-là sont quand même sont complexes, on va dire. Donc, pour revenir à DreamAct, tu lances ça en 2016, je crois, 2015-2016. En 5-6 ans, comment a évolué DreamAct? Parce que je crois qu'au départ, c'était une association. Comment a évolué ce projet pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Si tu peux nous raconter un peu son histoire. Alors, en effet, au début, quand on a créé DreamAct avec Claire, notre vocation, c'était pas du tout d'en faire une entreprise. On avait simplement, moi, l'expérience que j'ai eue en Inde, Claire, elle l'a eue de manière similaire au Pérou. Et on s'est retrouvés toutes les deux à la fin de nos études à Reims en se disant, mais en fait, on a envie de consommer de manière plus en accord avec nos valeurs, sauf que concrètement, on ne sait pas comment faire. Autant sur l'alimentaire, on obtient de la transparence un peu plus sur ce qu'on achète, parce qu'en fait, les consommateurs l'ont plus vite demandé aussi, parce qu'il y a un impact santé qui rend la chose et l'exigence de transparence plus abordable, plus partagée, ce qui est moins le cas dans les biens de consommation comme la mode, les cosmétiques, etc. Et donc, on était un peu démunis, étudiantes, sans trop de budget, à Reims, où les centres-villes ont été désertés des petites boutiques et où on ne trouve plus que des grandes enseignes. Concrètement, donner du sens et de la transparence à sa consommation, c'était compliqué. Et donc, on a souhaité, en fait, un peu pour nous-mêmes d'abord, partir à la recherche de ces alternatives de consommation. En 2015, ces alternatives n'étaient pas si nombreuses et surtout toutes un peu éparpillées à droite à gauche, sans aucune visibilité, donc une pérennité de leur activité assez faible. Et donc, on s'est dit, en fait, ce qui manque, c'est un coup de projecteur sur ces initiatives. Et donc, on s'est servi de ce qu'on savait faire, c'est-à-dire monter un site web, fédérer des étudiants autour de nous. Et on a créé DreamAct comme une association à l'époque. Donc, on avait une centaine de bénévoles un peu partout en France. Et l'objectif, c'était de montrer sur une carte interactive tous les lieux où on pouvait consommer en réduisant ses déchets, en permettant des emplois en insertion, en consommant des matières upcyclées, etc. Donc c'était ça l'initiative initiale. Et puis au bout d'un an et demi, on avait rencontré plus de 350 porteurs de projets, que ce soit des fondatrices, fondateurs de marques éthiques, de marques cosmétiques, d'artisans du jouet, de la maison, etc. Et en fait, ce que tous nous disaient, c'est en effet, on a des difficultés à se faire connaître, mais on a aussi une vraie grosse problématique, c'est celui de la distribution. Parce qu'aujourd'hui, pour changer vraiment les choses, il y a aussi une manière de fabriquer et d'envisager notamment le stock, la surproduction, la surconsommation, qui est différente. Et les distributeurs classiques demandent des grandes quantités, demandent des modèles économiques qui imposent des marges conséquentes parce que les distributeurs prennent aussi des marges conséquentes. Et donc voilà, peu de manières d'être distribués et ce vrai besoin-là. Donc on s'est dit ok, si on veut aller plus loin en fait dans la promotion de la consommation responsable, il faut qu'on leur permette d'être cet acteur qui fédère en un seul lieu toutes les alternatives de consommation durable, du vêtement au jouet en passant par la déco et le zéro déchet, quoi. Et donc c'est là que le modèle économique de DreamAct est né. On a eu assez vite conscience que c'était un projet qui allait nécessiter des fonds et que ces fonds-là, ils allaient être plus faciles à aller chercher sous un modèle d'entreprise en faisant rentrer des actionnaires. Actionnaires qui, ça, c'est un mot qui peut faire peur, mais on pourra le voir après. On peut aussi avoir des actionnaires qui partagent nos valeurs. Donc c'est pour ça qu'on a créé DreamAct ensuite sous forme entreprise qui a l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà. Ok, ouais, c'est intéressant. Bon, écoute, on va en parler maintenant de ce modèle économique, parce que c'est une question que j'avais prévue. Vous avez des actionnaires citoyens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche ? Donc le choix, on le comprend un peu en fait, c'est d'avoir un modèle économique viable avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Mais comment ça marche concrètement ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire des actionnaires citoyens ? Si tu peux nous expliquer tout ça. Alors c'est vrai que quand on cherche à financer son entreprise, il y a plusieurs manières. Il y a le crowdfunding
dons, en prêts, où là, on peut généralement, c'est des montants assez limités. Ensuite, vous avez tout ce qui va être bancaire. Et là, c'est vrai que souvent, il faut montrer un modèle économique qui approche de la rentabilité assez rapidement. Et puis, il y a les besoins de financement plutôt en investissement typiquement de sites web, de choses comme ça, et qui présentent quand même une non-rentabilité sur les 2-3 prochaines années. C'était notre cas. Et donc ça, quand on est dans cette situation-là, généralement, le besoin de financement, on le comble en allant chercher des actionnaires qui investissent dans le capital de l'entreprise, qui prennent ce risque-là. Et il y a 2 types d'acteurs. Il y a les fonds classiques, business angels classiques, etc. Et puis, il y a ceux qui intègrent une dimension d'impact, qui vont regarder certes la dimension économique, mais aussi chercher à mesurer et à vérifier qu'on va garder cette mission sociale et sociétale au cœur de notre entreprise et de nos choix de développement. Donc forcément, c'est ces acteurs-là du financement qu'on est allé voir parce qu'ils comprenaient mieux notre modèle, qui nous imposaient aussi une croissance qui n'est pas complètement démesurée. Et notamment sur ces acteurs-là, du coup, on a fait appel à des actionnaires citoyens. Donc, c'est des gens comme toi, Chloé, comme moi, qui, à partir de 100 €, investissent dans notre entreprise et donc prennent part au capital, au développement de notre entreprise, participent chaque année aux prises de décisions stratégiques. Et donc, aujourd'hui, DreamAct a un peu plus de 300 actionnaires citoyens. Il y a à la fois des petits artisans, des petites marques, à la fois des clients à nous, et puis tout simplement des curieux, des intéressés par ces sujets-là. Ouais, c'est génial. Et on peut devenir encore aujourd'hui actionnaire de DreamAct ? Alors là, tout de suite, non. En fait, c'est des campagnes, quoi. On ouvre notre capital à certains moments qui sont limités dans le temps. Ça fait clairement partie de notre ADN. Pour nous, c'est important d'ouvrir en fait à nos parties prenantes notre capital, quoi. Donc ce sera certainement à nouveau le cas dans les quelques années qui viennent. Oui. D'accord, ok. Comme ça, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, c'est pour ça que je pose la question aussi. Alors donc ça c'était sur le modèle économique de DreamAct. J'aimerais bien qu'on parle de mode aussi, puisque vous avez tout un onglet, industrie textile chez DreamAct. Mais avant ça, toi, quand est-ce que tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? Est-ce que c'était vraiment en Inde, ou est-ce que aussi il y a eu plus tard par la suite, parce que tu as parlé de ta prise de conscience écologique de façon globale, mais vraiment sur l'industrie textile, pour savoir est-ce qu'il y a eu un point de basculement, comment ça s'est passé ? Alors c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs en fait. Il y a eu plusieurs phases vraiment importantes. En effet, lors de mon voyage en Inde, je me suis aperçue des problèmes concrets sanitaires que pouvait avoir l'industrie textile. Donc très concrètement, en Inde, vous avez 2 vraies problématiques. Celui de la pauvreté et la misère des agriculteurs du coton, qui deviennent dépendants, en fait, très concrètement, des pesticides et de l'appauvrissement des sols, et avec un nombre record de suicides chez les agriculteurs indiens, dans tous les domaines, mais c'est très vrai dans le coton. Donc ça, c'est une première problématique. Et puis une deuxième problématique qui est celui de l'appauvrissement des sols et de la pollution des eaux, et qui a pour conséquence des problèmes sanitaires graves, en fait, sur la population. Donc, et ça, c'est vrai, ça passe par l'eau, mais ça passe, vous avez dans le nord de l'Inde des vraies problématiques chez les riverains de sociétés, notamment du tencel. Donc, vous avez, voilà, ça, on le voit très concrètement quand on est là-bas. Donc ça a été quand même un premier déclic où j'ai arrêté de voir les choses de la même façon, quoi. Ma petite robe noire achetée chez H&M, concrètement, il y a eu un petit déclic et puis un petit désamour, quoi, quand je me suis rendu compte de ce qui se cachait derrière elle. Elle n'avait plus la même saveur, quoi. Exactement. Ouais. Ensuite, il y a eu un deuxième déclic, c'est quand avec DreamAct, on a voulu créer une petite ligne de vêtements propres qui nous semblait manquante à l'époque, il y a 4-5 ans. Très concrètement, ce qu'on souhaitait développer sous l'enseigne DreamAct, c'était une ligne de sous-vêtements féminins. Voilà. Et alors que ce métier, quand même, le métier de la bonneterie est né en France. La France était pionnière sur
sur cette industrie. Concrètement, les savoir-faire avaient disparu en fait de la France. Et donc, on s'est retrouvé avec un choix, un dilemme. C'était soit faire du très cher, très luxe en France, soit du soi-disant made in France, mais en fait complètement made in China. Et puis là, en fait, on a creusé et puis on s'est aperçu qu'en effet, 75% des vêtements qu'on consomme en France sont des vêtements qui sont importés et qu'on a laissé concrètement disparaître de notre paysage toute une industrie, ce qui a pour conséquence à la fois en effet du chômage et dans certains territoires du coup une création de certaines misères, hein, mais aussi du coup un impact carbone hyper élevé du fait qu'on importe tout quoi. Voilà, donc là c'est vrai que ça a été un deuxième déclic où on s'est dit en fait ces marques qui recréent ces savoir-faire localement, qui se battent un peu pour ça, c'est des warriors, quoi. C'est des battantes et il faut les mettre en avant. Et ce qu'on a souhaité, nous, dans nos critères de sélection d'une marque, bon, il y a certes cette fabrication finale en France, mais on sait aussi que le Made in France revêt différentes réalités, hein, avec des labels qui sont pas, à notre sens, assez exigeants aujourd'hui. Quand on dit que 45% de la valeur ajoutée doit être fait en France pour être Made in France, pour nous, c'est pas suffisant. Et donc, on impose aussi à ce que nos marques utilisent aussi des matières qui viennent de France. Voilà. Mais donc, ça s'est fait en plusieurs étapes, cette prise de progressif, quoi. Exactement. J'imagine qu'elle continue encore aujourd'hui. Oui. C'est sans fin, quoi. Exactement. Et donc, sur les critères de sélection, parce que c'était une de mes questions, comment vous sélectionnez les marques qui se retrouvent sur le site DreamAct? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un questionnaire? Est-ce que vous demandez des preuves? Comment vous établissez cette liste de critères-là? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vrai que cette méthodologie-là, ça fait 5 ans qu'on la peaufine. On s'est accompagné de différents experts métiers qu'on a constitués sous forme d'un comité éthique indépendant qui nous aide là-dessus. Mais concrètement, notre méthodologie aujourd'hui, elle consiste à avoir un premier entretien de notre équipe avec le fondateur ou la fondatrice de la marque en question. L'idée là, c'est vraiment d'évaluer et de juger la sincérité et l'authenticité de la marque à changer les choses. Avec la montée du greenwashing, pour nous, c'est important en fait cette étape-là. Une marque qui fait depuis 30 ans du coton made in China et puis là aujourd'hui parce que c'est à la mode lance une gamme upcyclée, conscious ou autre, ça va pas nous suffire en fait. Donc ça c'est une première étape. Si ça c'est validé, la marque doit remplir ensuite un questionnaire qui est différent en fonction de son secteur d'activité, hein. C'est pas les mêmes questions qu'on pose si c'est une marque de crème de jour ou de petites culottes, où elle va nous décrire très concrètement les matières premières qu'elle utilise, d'où elles viennent, par qui c'est fabriqué, toutes les étapes en fait. Elle décortique son processus de fabrication. Elle nous donne les preuves de ses labels éventuels et des certificats existants sur les conditions de travail et autres. Ensuite, nous, on relit ces questionnaires. Si on a des questions, on approfondit. S'il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à trancher par nous-mêmes, parce que la marque utilise une matière nouvelle qu'on ne connaît pas, par exemple, on va approfondir ce sujet avec notre comité éthique. Voilà. Et d'experts, c'est ça, c'est un comité constitué d'experts de différents secteurs. De dermatologues, d'experts du recyclage, d'experts textiles, différents sujets. Et si tout est OK, du coup la marque peut être distribuée sur DreamAct. Et puis ça nous arrive quand même assez régulièrement de refuser, au moins temporairement, le temps que la marque obtienne peut-être plus de transparence aussi sur sa chaîne de production. En tout cas, on va faire un retour très concret à la marque sur ce qui nous manque à date pour la mettre en vente et du coup apporter aux consommateurs la transparence la plus fine sur le processus de fabrication. Ouais. Et vous avez aussi des critères, par exemple, de durabilité ou de quantité. Est-ce que ça fait partie des critères que vous allez regarder? Parce que dans l'industrie textile, je parle évidemment sur les quantités. C'est vrai que parfois,
on voit des marques qui vont se dire écolo, enfin en tout cas qui vont avoir une réflexion, mais c'est vrai que le critère quantité pour moi est assez indispensable, donc je sais pas si ça fait partie. Oui, en effet, dans le questionnaire, justement sur les marques de mode notamment, on va leur demander combien de collections, en fait la fréquence de leur nouvelle collection, la profondeur de leur stock. Beaucoup de nos marques fabriquent à la demande notamment. On a les marques fortes et phares de notre site web sont des marques dans ce cas-là. Et ensuite, beaucoup sont dans des logiques plutôt de production artisanales qui vont par exemple fabriquer avec des stocks dormants, ce qui limite de fait en fait la quantité en stock. Mais ça implique aussi d'autres questions, typiquement celle des soldes. Est-ce que les marques font des soldes importantes si oui, pourquoi? Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on va regarder et qui vont déterminer si on choisit de distribuer une marque ou pas. Ouais, d'accord. Et justement, sur les soldes, je voulais parler du mouvement Green Friday parce que tu es l'une des fondatrices de ce mouvement, si je me trompe pas. Déjà, est-ce que tu peux nous le présenter et nous expliquer pourquoi tu as décidé de lancer ce mouvement? Alors, le Green Friday, c'est un mouvement donc associatif qui est né il y a 4 ans. On est 4 structures fondatrices de ce mouvement. Il y a le réseau Envie, qui est un réseau de recyclage et d'upcycling, en gros de revalorisation de produits électroménagers dans une logique d'insertion professionnelle. Il y a Altermondi qui est un réseau de boutiques physiques de biens de consommation durable, et il y a le Refer qui est le réseau francilien des ressourceries et DreamAct, bien sûr. Et l'idée du mouvement Green Friday, c'est de lutter contre ce qui est pour nous l'emblème en fait de la surproduction et de la surconsommation, qu'est le Black Friday. Parce que le Black Friday, c'est, comme vous le savez, ce mouvement venu des États-Unis où lors d'une journée, enfin aujourd'hui plutôt 3, 4, voire 7 journées où en fait on nous pousse à la consommation avec des moins 70, moins 80%, qui sont d'une part plus ou moins des promotions mensongères, mais qui en plus de ça en fait sont vraiment ce symbole de ces marques qui arrivent à proposer ce type de réduction tout en restant rentables, et donc qui en fait nous vendent un produit 70% trop cher par rapport à la qualité et par rapport à ce qu'il y a derrière tout le reste de l'année, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça, c'est une question qui revient très souvent, et c'est un argument qu'on m'oppose très souvent. C'est vrai que la consommation responsable, notamment dans le textile, coûte plus cher, et c'est justifié parce qu'on va mieux payer les gens, on va utiliser des matières plus écologiques, donc plus chères. Et en même temps, ça reste inaccessible pour une grande partie des gens. Donc, beaucoup de personnes vont te dire, oui, mais moi, le Black Friday, c'est l'occasion de m'acheter quelque chose dont j'ai envie, mais que je ne peux pas m'acheter en temps normal grâce à des promotions. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça, à ce genre d'argument? Comment tu opposes, enfin, comment tu y réponds? Je réponds qu'il y a aujourd'hui, en fait, le meilleur moyen, clairement, si vous voulez gagner en pouvoir d'achat, c'est d'acheter moins. C'est pas d'acheter plus de choses à prix réduit. Aujourd'hui, le Black Friday, c'est des promotions sur des produits qui sont pas forcément utiles et qui sont fausses sur des produits qui vont durer très peu de temps. Et en effet, une pièce de mode éthique, alors déjà, d'une part, vous avez quand même tout type de prix, et souvent, vous avez une qualité qui fait que, en effet, vous allez peut-être pas acheter 5 pièces de mode par an, mais peut-être une tous les 2 ans, mais qui vont être des pièces intemporelles, qui vont rester dans votre armoire très longtemps et, in fine, vous faire des économies. Et la consommation durable, c'est un tout, en fait. C'est pas uniquement de la mode, c'est aussi d'autres sujets. Et typiquement, nous, dans ce qu'on distribue le plus, c'est tous ces produits qui nous permettent de réduire nos déchets au quotidien. Et ça, c'est des produits qu'on achète une fois. Certes, à l'achat, souvent un petit peu plus cher que son équivalent jetable, mais qui va rester chez vous des dizaines d'années et ainsi vous permettre de faire d'énormes économies. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, le prix, c'est une excuse
qui est mis sur le devant de la scène et dont se servent beaucoup de grandes enseignes pour continuer à justifier ce modèle du pas cher, du collection tournante. Voilà, mais il ne faut pas oublier que ces enseignes de la fast fashion, si elles fonctionnent si bien aujourd'hui alors qu'elles ont des si petits prix, c'est parce qu'elles comptent sur notre réachat hyper fréquent. Et donc, le panier moyen sur la mode, c'est pas vrai qu'il est moins élevé en fast fashion qu'en slow fashion, en fait. Et vous avez, vous allez lancer, si je me trompe pas, parce que j'ai lu ça quelque part, une offre Dream Act pour toutes et tous. Ce qu'il y a derrière, c'est d'offrir la possibilité à tout le monde de pouvoir avoir accès à une consommation responsable. Mais tu vas certainement l'expliquer mieux que moi. Alors, gros scoop, hein, parce qu'on n'en parle pas encore beaucoup, parce que l'objectif, c'est vraiment de lancer ça en septembre. On est en train d'étudier toutes les modalités pour sortir ça, le mieux possible. Mais en effet, notre constat à nous, c'est qu'aujourd'hui, consommer responsable, vraiment, on en est convaincu, on a fait nos calculs dans tous les sens, c'est pas plus cher que de consommer de manière pas responsable. Par contre, ce qui va freiner certains publics, c'est le coût à l'achat. C'est-à-dire que souvent, en effet, c'est plus cher au moment de l'achat, mais on s'est vite compensé par la durabilité du produit, par le non-réachat, etc. Et pour pallier à ce premier frein, qui est le coût vraiment à l'achat, on a décidé de lancer Dream Act pour toutes tous en septembre. Et l'idée, c'est vraiment de créer une plateforme dédiée qui sera accessible qu'à un certain public de bénéficiaires qu'on identifiera grâce à des partenariats avec des associations en fait qui s'occupent de ces bénéficiaires en temps normal. Et du coup, ces bénéficiaires pourront acheter en fait des produits sur ce site avec des paiements en 10, 20, 30 fois et bénéficier de prix professionnels d'achat groupés en fait. Et donc c'est notamment sur ce site on trouvera notamment des produits zéro déchet. Je vous prends un exemple, une culotte menstruelle par exemple. En effet, lorsque vous l'achetez, ça coûte 15-20 €, alors que des serviettes jetables, ça coûte, je sais pas, 5 €, quoi. Donc, à l'achat, c'est plus cher, sauf qu'en fait, du coup, votre culotte menstruelle, vous allez la garder pendant 5 ans, quoi, minimum. Et donc là, ça vous permettra d'acheter ce produit-là, mais en payant en plusieurs fois et donc avoir un coût lissé, quoi. Ouais, non mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ce sont des vraies problématiques et c'est souvent l'argument qu'on m'oppose et c'est vrai. Enfin, c'est vrai que quand déjà on a du mal à finir ses fins de mois, rajouter un article un peu plus cher, écologique, qui certes va durer plus longtemps, mais il faut quand même l'acheter sur le moment présent. C'est compliqué pour beaucoup de personnes, donc c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir d'essayer de mettre en place des alternatives qui sont possibles, d'y réfléchir, quoi. Donc, on va suivre ça avec attention, alors, en septembre. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur un article que tu as publié, je crois que c'était sur LinkedIn, et qui est intitulé « Gérer un e-shop responsable, ce n'est pas uniquement vendre des produits responsables ». Et j'ai trouvé le titre tellement juste que j'aimerais bien qu'on y revienne et que tu nous dises ce qu'il y a derrière et pourquoi tu as voulu écrire cet article et ce qu'il y a derrière ce titre, en fait. Un peu long comme titre. C'est pas grave, il est très vrai. Non, mais en effet, nous, ce qu'on constate avec Dream Act, c'est que concrètement, ça fait 5 ans qu'on bataille à sensibiliser les citoyens sur l'impact de leur consommation, à promouvoir une consommation plus durable, etc. Et puis, en fait, tout d'un coup, là, depuis l'année dernière, on voit émerger sur les homepages et sur les vitrines des enseignes classiques de la fast fashion notamment, tous ces mots d'écologie, de green, etc. Et en fait, c'est souvent un peu un appât du client pour nous faire croire qu'ils ont pris en considération la planète, les autres, etc. Sauf qu'en fait, derrière, ils continuent à observer une logique d'avant, quoi, de commerçants pas du tout responsables, avec des modèles économiques qui sont basés sur du réachat fréquent, sur des collections qui se renouvellent constamment, sur
des prix bas, mais qui du coup cachent des réalités sociales de paiement de toute la chaîne de valeur, voilà, de livraison en temps express, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on souhaite promouvoir une autre consommation, c'est certes proposer des produits qui soient finement sélectionnés, qui soient respectueux de la planète et des êtres humains dans leur production, mais c'est aussi s'affranchir de règles commerciales qui ne peuvent être existantes que pour des modèles pas du tout éthiques. Typiquement, ces soldes à 70%, ces promotions outrancières, ces livraisons en 24 heures, etc. Parce que tout ça, c'est des pratiques qu'une marque engagée qui a une marge réduite, qui doit payer ses frais de port, etc. En fait, on peut juste pas se permettre ça. Donc ça voilà. Ouais, non, mais on est bien d'accord. C'est vrai que derrière, j'avais écrit une newsletter sur ça en disant que le problème, c'est que derrière responsable, en plus, il n'y a pas de définition. Donc, les marques jouent sur les mots. On peut mettre tellement de choses derrière. Enfin, je veux dire, sortir juste une collection avec 3 vêtements responsables et ça y est, on n'entend parler que de ça. Enfin, la fast fashion est championne de ça, alors qu'en fait, il y a tellement de choses derrière. C'est le choix d'une banque, c'est le choix de son fournisseur d'électricité, c'est le choix de ses transporteurs, et c'est pas 1% de sa collection non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Donc je trouvais le titre très très pertinent. Et il y a une information aussi qui m'a interpellée dans l'article et j'avais pas forcément conscience. Enfin, on le sait plus ou moins, mais le chiffre est assez parlant. Tu dis 20% des émissions carbone sont liées au trafic des poids lourds en France et 1/4 des émissions de CO2 émis en ville est dû au transport de marchandises. C'est énorme. Enfin. Oui. C'est énorme, ça grandit d'autant plus que le e-commerce se généralise. Ouais. Amazon et compagnie. Voilà. Alors nous, on est e-commerçants chez DreamAct et on est e-commerçants de choix parce que en fait, nous, nos clients, en fait, ils habitent des petites villes partout en France parce qu'en fait, nous, notre mission chez DreamAct, c'est vraiment de rendre accessible la consommation responsable à tout le monde et notamment à tous ces gens qui ont vu leur centre-ville déserté, etc. Donc on est e-commerçant de choix, mais forcément, du coup, on est attentif à l'impact négatif que pourrait générer notre activité. Et parce qu'en fait, c'est important d'en prendre conscience pour apporter des réponses à ça. Et notamment sur cette partie livraison. Et en effet, la livraison de ces colis est liée à plusieurs problèmes et sociaux et environnementaux en fait. C'est-à-dire que Amazon par exemple, mais d'autres, on parle tout le temps d'Amazon. Mais non, il y en a d'autres, effectivement, c'est un peu l'emblème, on va dire. C'est l'emblème, surtout que c'est l'emblème qui en plus en début d'année a réinvesti dans 11 Boeing 747, etc. Donc c'est... Et puis qui s'enrichit alors qu'on est en pleine crise, enfin bon, c'est... Voilà. Tout ce qui ne va pas, quoi. Et qui en plus fait toute une campagne aujourd'hui de promotion sur le bien-être de leurs salariés, de l'éco-pâturage sur leurs entrepôts, etc. Alors que, en effet, ils continuent à investir dans des flottes d'avions, à proposer... aujourd'hui, je crois que c'est 75% des commandes Amazon qui sont livrées en 24 heures. Et donc, ça impose en effet des camions qui roulent à vide, etc. Donc oui, ce chiffre que tu exposais, en fait, est lié notamment à la croissance de ces livraisons express qui fait rouler des camions à vide. Et donc, il y a 2 choses auxquelles il faut faire attention quand on est un e-commerçant responsable, je pense. C'est le choix de son logisticien qui va avoir des entrepôts à taille plus humaine, que ce soit dans le traitement de ses salariés. On peut choisir aujourd'hui des logisticiens qui emploient du personnel en insertion, notamment. C'est un métier qui s'y prête bien. Nous, c'est notre choix. Et puis,
le choix aussi du packaging. Nous, on aide beaucoup nos marques, on conseille beaucoup nos marques à réduire la taille de leur colis. Aujourd'hui, près de 43% de ce qui est envoyé à droite à gauche est du vide. C'est-à-dire que nos colis sont constitués de vide. Donc nous, nos marques font attention à ça. C'est-à-dire qu'elles font attention à avoir des packagings légers, sans vide, réutilisables, avec beaucoup en fait de réutilisation de carton et de matériaux de protection. Et puis ensuite, il y a vraiment la partie expédition. Et nous, concrètement, on a vraiment pris le pari. Vous trouverez pas, on ne promeut pas cette livraison express. Et ça, c'est important. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde veut tout de suite, tout gratuit. Mais des frais de port, c'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui, si c'est gratuit pour vous, c'est que quelqu'un l'a pris à sa charge. Et nos marques éco-responsables qui ont des petites marges, ou nous, DreamAct, qui avons une marge distributeur pensée pour que tout le monde se rémunère convenablement sur la chaîne, c'est pas possible en fait. Et la livraison express non plus, notamment parce qu'on a fait le choix d'un transporteur principal qui est en fait la Poste, parce que la Poste dans tous les cas tourne, a remplacé sa flotte de véhicules par des véhicules électriques. Alors c'est pas la panacée, mais c'est le moindre mal, on va dire, avec des camions qui sont remplis à minima à 80%. Qui travaille sur ça en tout cas, qui compense son impact carbone et qui, dans tous les cas, fait une tournée. Là où les transporteurs privés emploient généralement des livreurs, ne les emploient pas justement, en fait, les payent au lance-pierre, à la course, voilà. Et puis roulent à vite, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à tout ça quand on commande sur Internet. Il faut bien l'avoir en tête parce que c'est livraison en 24 heures d'Amazon, mais je trouve ça hallucinant, quoi. Je veux dire, oui, parfois on peut être pressé, bon, ça peut arriver. Il faut pas se jeter de la pierre si une fois dans l'année on a besoin parce que pour X ou Y raison, mais il y a des choses on n'a pas besoin de les avoir tout de suite, quoi. Et tout ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc c'est important de le rappeler. Et je serais aussi curieuse de savoir ce qui marche le mieux sur votre site. Quelle catégorie de produits et surtout en 5 ans, comment ça a évolué pour savoir un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est le plus acheté sur DreamAct. Ce qui marche le mieux, et puis en fait depuis le début, c'est la mode. Et c'est les produits qui permettent de réduire des déchets au quotidien. Avec du coup nous cette importance qu'on porte à proposer tous les produits du quotidien hors alimentaire, mais parce que en fait, et pour revenir sur ta question de la rentabilité notamment, en fait une marketplace comme nous, pour être rentable, vu les petites marges en fait qu'on prend, on doit avoir une récurrence d'achat, on doit avoir des clients qui nous sont fidèles, mais pour autant comme on promeut une consommation responsable et du coup une consommation raisonnée et un peu une déconsommation, on ne veut pas les pousser à l'achat. Donc concrètement, si on n'avait qu'une verticale, et donc ça c'est l'équilibre, c'est l'équilibre, c'est notre équation avec plein de X, plein de Y. Mais concrètement, ça veut dire que nous, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là, d'avoir différents types de produits et pas que de la mode, par exemple. C'est parce qu'on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à être rentable en ayant des clients qui achètent qu'une seule fois par an ou tous les 2 ans sur notre site. Parce que ça veut dire que concrètement, sinon, il faut dépenser beaucoup de sous pour être connu, davantage de gens, etc. etc. Et que sinon, la solution pour les rendre fidèles, c'est de pousser à la vente, en fait. C'est de pousser à l'achat sur des pièces de mode où, par définition, on ne veut pas qu'ils en achètent plus, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir ces différentes verticales. Parce que tu peux avoir besoin d'un jean, en effet, tous les 10 ans. Mais tu vas pourtant peut-être avoir un cadeau de naissance à faire à une copine. Peut-être besoin d'acheter un essuie-tout lavable parce que tu emménages. Enfin, tu as différents besoins et donc tu vas repenser à nous. Ouais. Mais c'est vrai que c'est extrêmement pertinent. C'est l'équation qui est toujours compliquée quand on est engagé. C'est à la fois, vous avez une entreprise à faire vivre. Il y a des gens qui travaillent. Vous êtes une douzaine, c'est ce que tu me disais aujourd'hui. Donc, il faut que ça marche.
Et en même temps, il faut que ce soit raisonné, quoi, et raisonnable. Donc voilà, c'est toujours l'équilibre compliqué. Mais sur DreamHack, vous avez aussi un média. Donc j'imagine que ça fait partie de la stratégie d'information, d'éducation, même si ce mot est un peu, voilà, mais pas au sens péjoratif, hein, d'éducation des consommatrices et des consommateurs sur comment faire mieux, vers quoi se tourner. Et il y a souvent des articles sur l'écoféminisme, sur le lien entre écologie et féminisme, droits des femmes et sauvegarde de la planète. Moi, c'est une thématique qui me passionne et que je trouve extrêmement intéressante. Elle est peu abordée, on la retrouve peu dans les médias, mais sur DreamHack, elle est souvent abordée. Je voulais savoir, voilà, parce que bon, tu travailles pas toute seule hein, sur DreamHack, mais est-ce que c'est une volonté de toi, de DreamHack, enfin voilà, d'aborder cette thématique-là en particulier? Alors c'est une volonté assez partagée hein, dans toute mon équipe. Chacun sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Dans les produits qu'on propose, en fait, il y a une réalité qui, en fait, derrière, dans les coulisses de fabrication, c'est souvent des femmes, en fait, qui sont concernées par ces industries, notamment l'industrie textile, hein, où dans les pays producteurs de la fast fashion, à 3/4, c'est des travailleuses, en fait, c'est pas des travailleurs. Et c'est aussi celle, notamment en 2020, où il y a eu énormément d'impayés, hein, dans les industries de la fast fashion. En fait, les premières victimes sont les femmes. Voilà, donc c'est des industries où il est important, je pense, de rappeler le rôle de la femme, les difficultés et les inégalités qui existent encore dans le rapport au travail, dans le rapport à la société pour les femmes. Et puis ensuite, il y a sur la partie consommateur où ça fait aussi partie des choses. Nous, on est assez... Enfin, moi, ma conviction, c'est que c'est important de ne pas gommer les différences, que ce soit de sexe ou autre. C'est beau, des différences, c'est magnifique. Simplement, il ne faut pas enfermer les gens dans leurs différences. Et c'est le cas pour les hommes et les femmes, notamment dans l'industrie textile. Je pense que c'est important aussi de permettre à ceux qui ne se retrouvent pas dans les genres préétablis, voilà, d'avoir une offre qui leur corresponde et qui correspond à leurs revendications, quoi, en fait. Ouais, non, mais c'est tellement important, je trouve, de lier les questions sociales et écologiques et de ne pas aborder l'un sans aborder l'autre. Enfin, pour moi, c'est compliqué de penser l'écologie sans penser le social. Je trouve que les deux sont extrêmement liés et notamment dans le féminisme et les droits des femmes, c'est extrêmement vrai. Tu le dis, l'industrie textile, c'est la parfaite illustration, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une exploitation de la planète et une exploitation des femmes. Et c'est souvent par les mêmes personnes, de la même façon, quoi. Donc, exactement. Et en tant que consommateur, je pense que notre exigence quand on consomme un bien, c'est de regarder si la marque respecte les deux tableaux. Et souvent, quand elles le font pas, ça a un bon indice de greenwashing. Je regardais encore ce matin là. La marque Primark, je suis désolée, l'idée c'est pas du tout de taper sur eux, mais c'est juste un exemple qui m'a fait un peu rigoler. Sur leur homepage, il y a écrit grandir tous ensemble, enfin voilà, un truc comme ça, quoi. Et derrière, en fait, Primark, c'est une des principales marques qui a fait des impayés auprès des usines au Bangladesh, quoi. Donc c'est encore, voilà, ils nous promettent une gamme consciencieuse environnementalement pour notre santé, etc., sans pesticides, en pleine homepage. Et à côté de ça, en fait, ils payent pas les gens qui ont travaillé pour leur collection sous prétexte que c'est la crise, en fait. Ouais, ces impayés, c'est dramatique. Pour rappeler juste en une phrase avant de poursuivre sur les dernières questions, c'est des entreprises, notamment de fast fashion, qui ont passé commande. Ces commandes ont été honorées, elles ont été fabriquées, mais elles ont été annulées parce que crise, parce qu'on peut plus vendre et tout. Et donc, les entreprises ont décidé de ne pas payer ces commandes, sauf que les gens ont travaillé. Les usines ont commandé les matières premières. Enfin, c'est assez dramatique, quoi. Mais donc, il y a pas mal d'associations qui se battent pour essayer de faire en sorte que les marques payent, mais notamment avec la campagne Pay Up que j'avais relayée. Donc, c'est important aussi de le rappeler. Et avant de te poser la dernière question, qui est rituelle de ce podcast, je voulais te poser une question un peu plus personnelle et qui parfois un peu déstabilisante. Mais si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi?
Je suis engagée dans une certaine direction, en tout cas, celle qui essaye de faire mieux. Je suis pas parfaite du tout dans ma consommation et il y a des challenges qui viennent au quotidien, en fait. Voilà, avant, c'était le manque d'argent, le manque de temps, etc. Maintenant que j'ai des enfants, c'est des nouveaux challenges. En fait, tout ça, c'est intéressant parce que du coup, je partage avec aussi mes clients, en fait, les mêmes difficultés de vouloir respecter ses engagements au travers de ma consommation. Et puis les difficultés inhérentes au quotidien, à plein de choses. Et donc, je suis engagée à faire mieux, en tout cas. et voilà. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est là où c'est important aussi ce que tu dis que c'est pas évident face à notre quotidien de tout le temps être engagé et personne n'est parfait. Et c'est là où je trouve que c'est important de ne pas faire reposer tout le poids sur les épaules des consommatrices et des consommateurs et en fait de pousser les entreprises à changer et notamment au niveau politique. Voilà, bon, ça c'est une conscience que j'ai de plus en plus à force de ce podcast. C'est-à-dire qu'au début, j'étais extrêmement convaincue que oui, les éco-gestes, j'y crois beaucoup, mais c'est trop facile. C'est-à-dire que c'est faire reposer tout le poids de la responsabilité sur les consommatrices, les consommateurs. Il faut aussi qu'au niveau politique, il y ait des lois, qu'on impose des choses aux grosses entreprises qui ont le plus gros impact, quoi. Je suis complètement d'accord. Et le consommateur doit aussi être aidé parce que concrètement, être consommateur engagé aujourd'hui, c'est limite à être un boulot à plein temps. Et donc, il faut faut nous aider, quoi, à nous proposer des alternatives réellement transparentes, nous aider à décrypter ce qu'il y a derrière. Et c'est pas avec des photos de beaux sourires d'artisans où on sait pas en fait ce qu'il y a derrière, ou avec des beaux labels qui sont décriés 2 mois plus tard qu'on y arrivera. Simplement, je pense qu'il faut quand même avoir conscience du pouvoir qu'on a, nous consommateurs, dans cette société de consommation. Parce que dans une société de consommation, par définition, le consommateur a un rôle, un vrai pouvoir. Nos choix influenceront les marques, les fabricants et les législateurs. Je suis complètement d'accord, ça c'est vrai. Et je pense qu'il faut encore plus, il faut pas seulement le pousser à notre quotidien, il faut, je pense, le pousser vraiment au niveau politique, vraiment utiliser la voix dans les urnes, quoi. Enfin, je veux dire, on a effectivement, tu le dis, pouvoir énorme en tant que citoyen, citoyenne ou consommatrice, consommateur, et il faut aussi l'utiliser au niveau politique pour aller plus loin, quoi. Mais bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais et on arrive à la dernière question, un rituel du podcast que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? J'ai beaucoup d'inspiration et beaucoup de modèles, ne serait-ce que parce que moi j'ai la chance dans mon quotidien de rencontrer des fondatrices, des fondateurs de marques super qui en fait à chaque fois ont eu un rêve de changer les choses et qui ont agi. Donc j'ai 950 marques et j'ai 950 modèles. Mais si je devais citer peut-être un modèle en particulier et que j'ai depuis longtemps, bien avant Dream Act, je dirais que c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est la nature, parce que je pense que la nature, c'est un modèle génial qu'on a en face de nous, qui fait de la recherche et développement depuis 4 milliards d'années, qui agit en fait forcément par définition en prise de considération de tout ce qu'il y a autour, sans aucune cruauté. Et je pense que nous, en tant qu'êtres humains, quand on s'inspire de la nature, de son évolution, de son organisation, mais en apportant à ça notre capacité d'empathie, en fait, on peut faire des super choses. Et voilà. Okay. C'est un super modèle, j'adore cette conclusion. Et tu as tellement raison de le rappeler. Écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Merci à Diane d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.